Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'Actu. Qu'est-ce qui caractérise la jeunesse d'aujourd'hui? Quelles sont ses aspirations, ses révoltes? Comment peut-elle les exprimer? Avec quel langage et avec quelle chance d'être entendue? Les jeunes pour le climat, les jeunes amateurs de rap, les jeunes consommateurs de jeux vidéo, les jeunes mal aimés de la police ou suspicieux vis-à-vis du monde politique. Y a-t-il vraiment les jeunes d'un côté, les moins jeunes de l'autre? Ce sont les questions que nous allons nous poser ce soir. Voilà, et pour débattre de ces questions de la jeunesse, des révoltes de la jeunesse, nous accueillons Charlotte Mézin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de la cellule recherche de la Fédération des services sociaux. Et Julie Robert, bonsoir. Vous êtes autrice et vous êtes aussi la coordinatrice avec Laurence Rosier d'un numéro spécial de la Revue Nouvelle, d'un dossier dans la Revue Nouvelle consacré à la jeunesse. On va voir la couverture de cette Revue Nouvelle. Ça s'appelle Coup de jeune et c'est dans le dernier numéro de la Revue Nouvelle. D'abord peut-être un constat. On va commencer avec vous, Julie Robert. On parle des jeunes. Il faut bien mettre un pluriel. Il y a plusieurs jeunesses. C'est pas un bloc monolithique. C'est une évidence, oui. On ne peut pas parler de la jeunesse dans la mesure où les situations vécues par les jeunes de manière générale sont très disparates. Que l'on habite dans un quartier chic ou dans les banlieues, qu'on soit d'origine immigrée ou qu'on soit autochtone, les situations de vie et les situations vécues sont clairement différentes. Donc il est impossible de parler effectivement d'une seule jeunesse et d'un bloc en soi. Oui, l'idée de votre dossier, c'est quoi? C'est d'essayer de comprendre cette jeunesse, de s'interroger sur ces formes d'engagement, sur ce qui la motive éventuellement à intervenir dans le débat? Mais c'est vrai qu'il y a plus ou moins un an, la Revue Nouvelle a consacré un dossier aux vieux et aux vieilles. Et on s'est dit que si on avait parlé des vieux et des vieilles, c'était peut-être intéressant aussi de parler des jeunes. Et on a essayé, au travers de ce dossier, de balayer un champ plus ou moins large, et c'est un choix subjectif, de thématiques qui peuvent toucher les jeunes. Donc effectivement, la question de la répression policière, la question de l'engagement syndical, la question de la langue aussi, du rap. Vous parliez du rap dans votre introduction. Il y a un texte consacré effectivement aux rappeurs, qui sont des vieux jeunes ou des jeunes vieux. Donc on a essayé de balayer le plus largement l'ensemble de ces possible. thématiques. On va y revenir, notamment sur le rap. Je me tourne vers vous, Charlotte Mézin. Une définition de la jeunesse? Oula, une définition de la jeunesse. Là, c'est compliqué quand même. La jeunesse, je pense que c'est... Potentiellement, je verrais la jeunesse comme le terreau capable de s'exprimer, en tout cas le futur, et qui, malgré tout, n'a pas toujours la possibilité de le faire. Ouais. Donc, une jeunesse en devenir, en espérant pouvoir lui donner vraiment la possibilité de l'être. Ouais, quand on pense à la jeunesse, on pense à l'engagement, au dynamisme, à la révolte. Il y a de ça ou c'est un stéréotype ou un cliché, ça? Je pense que dans le dossier, on y revient aussi. La question de la révolte est d'une manière ou d'une autre liée à la question de la jeunesse. Et c'est justement le statut de cette révolte dans la société, et quelle place on lui donne, et comment on peut l'écouter, et comment on peut la considérer. Ça, c'est une grosse question qui est notamment traitée dans le dossier et qui semble intéressante à prendre en compte d'un point de vue sociétal. Oui. Oui, alors je vous propose quelques chiffres quand même pour planter le décor et lancer le débat. Ils sont tirés d'une enquête de l'Institut Solidaris et de l'organisme Latitude Jeunes. C'était à la fin du mois de septembre. Dans ce sondage, on apprenait que 4 jeunes sur 10, 41% exactement, se disaient anxieux, voire en dépression. 72%, donc 7 sur 10 se disaient inquiets face au changement climatique, qu'ils mettaient en tête de leur priorité de préoccupation. Et la même proportion, 7 sur 10, estimaient aussi qu'ils vivraient moins bien que leurs parents. On avait 64% des jeunes qui pensaient que les actions du monde politique ne permettaient pas d'améliorer leur qualité de vie. On va entendre Delphine Ancel, elle est responsable des études pour Solidaris. C'est une question qu'on pose régulièrement dans nos enquêtes et qu'on croise parfois avec d'autres questions, on va dire, plus précises, plus scientifiques. Et on a déjà remarqué à quel point, quand les gens disent qu'ils vont mal, effectivement, ils vont mal. Et donc, pour nous, cette question est tout à fait valide. Ce 4 sur 10 qui est angoissé, anxieux très souvent, clairement, on peut utiliser ce chiffre-là. Et 7 sur 10, c'est un chiffre que vous avancez, 7 sur 10 pensent que leurs conditions de vie seront pires que celles de leurs parents à l'avenir. Ce qui est une question aussi qu'on a l'habitude de poser dans les enquêtes et qui
année après année se dégrade fortement. Ce côté, l'avenir sera pire pour moi et mes enfants, c'est vraiment une promesse d'un avenir plus sombre qui explique aussi pourquoi ils vont moins bien. Chaque année, donc en septembre, on pose cette question-là aussi à la population belge francophone. Et l'année dernière, j'ai pas encore les chiffres de cette année, ça sortira d'ici la fin de l'année. L'année dernière, on était à un tiers de la population par rapport à ce 4 sur 10. Et déjà l'année dernière, on disait les moins de 40 ans n'allaient pas bien. Ici, on se focus sur les 18-24 pour avoir un échantillon aussi plus robuste, plus représentatif de cette population-là. Et effectivement, c'est plus inquiétant que dans la population totale. Ouais, donc les 18-24 ans qui se disent angoissés et plus angoissés, en tout cas proportionnellement plus angoissés que les plus âgés, elle est déprimée, notre jeunesse urbaine. Est-ce que c'est ça le constat que vous posez dans ce numéro ou pas vraiment ? Non, enfin oui, on pose le constat qu'il y a visiblement un problème, effectivement, au sein des jeunesses par rapport aux perspectives d'avenir. Mais en même temps, quand on parle de révolte, la révolte vient exprimer aussi ce mal-être et c'est une manière justement d'en sortir. Maintenant, oui, c'est une évidence que les perspectives pour les jeunes, quand on entend beaucoup dans les médias notamment, ou les politiques dire c'était mieux avant, effectivement, peut-être que c'était mieux avant, mais le contexte sociétal, le contexte économique, le contexte des perspectives pour ces jeunes n'étaient pas les mêmes non plus. On parle des 30 glorieuses, on savait qu'on sortait des études, qu'on trouvait du travail. Aujourd'hui, on va multiplier les années d'études alors qu'on ne sait même pas quelle perspective professionnelle il y aura. C'est compliqué pour les jeunes aujourd'hui de se projeter. Ouais, Charlotte Mézin, d'accord avec ce qui vient d'être dit. Est-ce que on peut sortir de cette angoisse en se réappropriant la fabrication du monde de demain? C'est ça la solution quand on est jeune ou pas? On fait peser quand même pas mal de choses sur les épaules des jeunes. Quand on dit se réapproprier le monde de demain, ce serait dire aussi aux jeunes, c'est vous qui devez trouver les solutions à vos propres avenirs. Et en fait, la société ne leur offre pas toujours la possibilité de le faire. Donc potentiellement, en fait, c'est surresponsabiliser aussi des jeunes que de les mettre en dépositaire, en responsabilité de leur propre avenir à tout niveau. Ouais. Alors, je voudrais qu'on s'intéresse à une première question, c'est la question des stéréotypes qui existent chez les jeunes et dont vous parlez dans ce numéro. Les stéréotypes liés à l'âge et liés au genre. On va commencer par l'âge, si vous voulez bien. Et on va commencer par parler de rap et du rappeur Orelsan. Ça part d'une photo qui avait été diffusée, où il avait les cheveux gris, il avait pris un petit peu de poids. Et on a vu que sur les réseaux sociaux, pour beaucoup de fans de rap, cette photo, elle a suscité beaucoup de commentaires assez peu aimables, qui renvoyaient Orelsan à une maison de retraite, qui le comparaissaient aussi à une dame âgée. Donc comme si l'âge le disqualifiait. Est-ce que le constat, c'est que les jeunes font du jeunisme ? Non, les jeunes font de l'agisme. Ouais. Les vieux font du jeunisme, les jeunes font de l'agisme. Oui et non. Ce qu'il y a, c'est que là, par exemple, et tout ce qui est déconstruit dans cet article de Adrien Casetta et Erika Lippert, qui sont étudiantes en linguistique, c'est le format des réseaux sociaux qui incite en fait, et les algorithmes nous poussent à la punchline parce qu'on doit sortir des courtes phrases. Et c'est vrai que le rap est souvent assimilé à la jeunesse parce que le rap, c'est synonyme de banlieue, c'est synonyme de revendication et que semble-t-il, à partir d'un certain âge, on ne pourrait plus rapper. Mais je pense, et c'est le constat qui est tiré dans cet article, c'est qu'aussi le format des réseaux sociaux, le format que cela impose, implique aussi ce genre de situation. Et on le vit, vous parliez de stéréotypes. De stéréotypes de genre, c'est le même principe également. Ouais. Il y a quand même, dans cette polémique autour d'Orelsan, autour de son âge, il y a quand même une forme d'intolérance. Il peut y avoir de l'intolérance dans la jeunesse. Oui, mais je vois Charlotte qui souhaiterait réagir. Non, il y a de l'intolérance partout. Il y a des jeunesses, etc. Donc, ce n'est pas la question. La question, c'est aussi de savoir ce qu'on attend des jeunes de leurs paroles. C'est-à-dire que souvent, on va leur dire, vous pouvez vous exprimer, mais si c'est possible, vous allez dire ça, et comme ça, et aussi là. Et donc, c'est comme si on codifiait, on pré-organisait la parole des jeunes, sans leur laisser la possibilité aussi de le dire comme ils le veulent, sur des sujets très compliqués, sur lesquels souvent les adultes se sont déjà forgé une opinion, et aussi à des endroits très spécifiques. Et donc, c'est comme si les jeunes, on les mettait toujours en situation de ne pas s'exprimer comme il fallait qu'ils s'expriment. Et donc là, c'est quand même... moi, je pense que c'est là où se joue le nœud. Ça veut dire qu'on manque d'écoute, qu'en tout cas, on a une écoute qui n'est pas suffisamment ouverte sur la parole des jeunes. Je pense qu'en fait, on impose beaucoup de prérequis et de conditions à la prise de parole des jeunes, mais on ne s'impose pas à soi, en tant qu'adulte, décideur, etc., des prérequis à l'écoute. C'est-à-dire qu'on est aussi capable d'écouter des choses qui sortent du cadre, qui ne sont pas dites dans le cadre, qui ne sont pas dites de la manière dont on le souhaiterait, mais parce qu'on est adulte, potentiellement, on a pourtant cette responsabilité d'être dans l'écoute. Ouais. Et c'est sans doute des prérequis qu'on devrait s'imposer à nous, plutôt que s'imposer à davantage aux jeunes. Les jeunes, ils s'expriment où aujourd'hui? Ils s'expriment entre eux, entre jeunes, ou on a des lieux
ou des passerelles qui permettent de faire que la parole de la jeunesse peut répercuter sur un monde moins jeune? Des lieux où les jeunes s'expriment, je crois qu'il y en a plein, je crois qu'il y en a beaucoup justement. Mais par contre, ils sont mis à des endroits où on n'a pas toujours envie d'aller parce qu'on ne se sent pas nous-mêmes. En fait, on est en situation d'inconfort peut-être en tant qu'adulte là où les jeunes s'expriment. Et c'est pourtant là que c'est intéressant, c'est quand nous on est en situation d'inconfort et pas mettre les jeunes eux-mêmes en situation d'inconfort. Alors, autre stéréotype, on va rester dans la culture urbaine, Julie Robert, le documentaire B-Boys Fly Girl, je pense que c'est vous qui avez écrit l'article hein, dans la revue Nouvelle. C'était un documentaire où on voyait deux groupes, hein, un groupe bruxellois avec des garçons et un groupe parisien avec des jeunes filles, tous qui faisaient du rap. Et les filles apparaissaient dans ce documentaire plus fortes, plus déterminées, plus expérimentées, plus matures. On va dire ça comme ça, que les garçons qui étaient, eux, un petit peu plus hésitants, moins sûrs d'eux-mêmes, plus en recherche. Ça n'a pas plu aux garçons, ce documentaire. C'est ça qu'on raconte aussi un peu dans l'article, que finalement, c'était un petit peu sortir des stéréotypes, c'est pas si facile. Non, mais ce qu'il y a donc, c'est la réalisatrice Paola Steven, hein, la réalisatrice bruxelloise qui a fait ce documentaire. Et en fait, ce qui s'est passé, je pense, c'est qu'à la projection du documentaire, certains jeunes bruxellois ont été charriés dans leur quartier par rapport au fait qu'ils s'étaient posés en fragilité face à des jeunes filles. Et je pense que c'est en interne dans leur groupe et des questions effectivement de dynamique collective entre jeunes garçons qui se sont posées là. Néanmoins, quand même, dire que globalement le documentaire a été très bien reçu et je pense que Paola a eu 2 retours plus tard de jeunes qui ont dit « Oh, je me suis fait charrier ». Et c'est bien légitime en même temps parce que ça participe. Les jeunes, ils sont en construction justement et en recherche. Et ils doivent se positionner aussi en tant que personne, en tant qu'individu. Et ça joue là-dessus, évidemment, de dire tu t'es laissé dire par une fille. Ben, ça participe de la construction de ces jeunes, évidemment. Ouais, ce que dit la réalisatrice aussi, et qui est fort et pertinent, et qui est exactement l'inverse de ce qu'on est peut-être en train de faire ici, c'est de dire on ne peut pas parler à la place des jeunes. Ouais, et elle dit, parce que vous allez la rencontrer pour avoir son avis, elle dit non, mais moi je ne participe pas à la prise de parole sur la jeunesse à la place de la jeunesse. C'est ça un peu le propos aussi. Hein. Mais c'était son objectif, tout à fait, de donner à voir et de donner à dire ces jeunes des banlieues bruxelloises, où elle s'est rendue compte en fait que tous ces jeunes, ils ont beaucoup de choses à dire. Et dans le documentaire, il y a un moment très marquant où un des jeunes est seul dans le couloir d'une école et il est assis sur une appui de fenêtre et il dit en fait, moi je fais du rap parce que sinon on ne m'écoute pas. Et c'est ça. En fait, c'est de trouver la manière de s'exprimer. Et je pense que dans l'article de Frédéric Persona autour des soulèvements de la Terre, il est cette question-là aussi, de comment est-ce qu'on peut se faire entendre en sachant qu'il y a tout un narratif qui est posé par les adultes, par les gens au pouvoir. Comment est-ce que nous, en tant que jeunes, on peut reprendre la parole et donner à dire ce qu'on vit nous. Et c'est là la démarche de Paola qui est admirable, c'est de dire en fait moi je pose juste ma caméra et Ouais. Le rap, ça reste un moyen d'expression privilégié pour la jeunesse ? Le rap reste un moyen d'expression privilégié. Oui, c'est un canal, et c'est un canal qui est valorisé quand même, hein, en partie. Et donc, du coup, c'est un canal légitime aux yeux de la société, parce que même, il se répercute à gauche, à droite, il est réapproprié par d'autres types de jeunesse aussi. Donc oui, mais il ne doit pas rester le seul. Enfin, c'est un canal et il faut qu'il se multiplie, ces canaux. Alors, je voudrais qu'on s'intéresse à un autre article, toujours dans ce numéro de la Revue Nouvelle, un article signé de Fatima Wassak, qui est consacré à la jeunesse des quartiers populaires en France, et notamment après la mort du jeune Naël, tué dans une altercation avec la police, tué lors d'un contrôle de police. Et c'est un article qui explore un petit peu les mécanismes qui aboutissent au sentiment de révolte dans les banlieues françaises. Est-ce que ce qui est vrai pour les banlieues françaises peut l'être pour la Belgique et pour la région bruxelloise ? Je pense que Charlotte sera plus à même tout à fait partiellement. Je veux dire, oui, il y a des configurations géographiques qui sont un peu différentes, mais malgré tout, oui, une grande partie du discours de Fatima Wassak s'applique complètement. Ouais, ce qu'on va appeler les quartiers à Bruxelles, ça va plutôt être le centre-ville, en tout cas des communes au centre de Bruxelles, et ça va plutôt être la banlieue en France, donc on n'est pas tout à fait dans la même géographie. Oui, on sait qu'il y a quand même des banlieues aussi à Bruxelles, un peu plus excentrées, mais donc voilà, en effet, ça se joue un peu différemment. Ce qui explique très bien cet article, c'est le sentiment de stigmatisation vécu sur la durée, sur la longueur, par tous ces jeunes, notamment le sentiment d'être la cible de discours politiques de rejet, le sentiment d'être bouc émissaire, quelque part. C'est ça qui sert de déclencheur à la révolte pour ces jeunes-là ?
ou qui est un des éléments de la révolte? En tout cas, le fait d'être pointé comme un problème est évidemment quelque chose qui n'aide pas à une émancipation des jeunes. Et on est souvent dans un discours qui pointe la jeunesse comme un problème à contrôler, à baliser. Et c'est ce que Fatima Ouassak dit très bien, et c'est ce qu'on a pu aussi constater au travers d'ateliers de quartier qu'on mène avec la Fédération des services sociaux dans les quartiers bruxellois, c'est de voir à quel point les jeunes se sentent souvent mis sous contrôle. D'abord, surveillance. Et Fatima Ouassak explique à quel point on a tendance à désenfantiser en fait la jeunesse et pour la criminaliser, donc à la sortir de son statut d'enfant qu'il peut faire, et pour la criminaliser, d'une certaine manière justifier en fait tous les moyens de surveillance et de contrôle qui sont organisés pour. Est-ce qu'on est dans le même registre en Belgique qu'en France? En France, on sait qu'il y a eu tout un débat avec l'élection présidentielle, la présence de candidats à droite de la droite, on va dire ça comme ça. On est dans le même registre en Belgique. Les jeunes ont aussi le sentiment d'être stigmatisés dans le discours politique? Je pense qu'on est dans un registre tout à fait similaire. Alors, je ne voudrais pas faire une comparaison de politique publique belge et française, mais oui, il y a une stigmatisation des jeunes aussi à Bruxelles, et en particulier des jeunes qui sont dans des quartiers considérés comme plus populaires et qu'on a tendance à reléguer. Oui. Quand on voit la brigade du Neus à Saint-Gilles, c'est typiquement ce que Fatima Ouassak raconte dans son dossier. Une brigade qui a été mise en place pour contrôler les jeunes, sous prétexte de contrôle de trafic de drogue, etc. Mais c'est quand même les maires de ces jeunes qui se sont retrouvés au conseil communal de Saint-Gilles pour demander le démantèlement de cette brigade, qui n'est qu'une brigade de contrôle. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de similarités, même si la situation... Et ça, c'est mon petit avis, est bien pire en France que pour l'instant en Belgique. Ouais. La relation entre jeunes et policiers, ça reste quelque chose de compliqué? Ah oui, ça reste clairement quelque chose qui est compliqué. Enfin, et c'est pas pour en faire une généralité, mais malgré tout, on sait qu'il y a des discriminations fortes à l'égard de certains jeunes. Ouais. Et le fait que les polices communales organisent, par exemple, des séances de relations avec des policiers qui font la tournée des écoles, qu'on essaye d'expliquer son travail, etc., ça ne change rien? Non. Au contraire, toute formation, toute initiative, toute initiative de concertation, de collaboration avec la police est positive. Et je pense qu'il y en a. Donc, ce n'est pas pour non plus stigmatiser de nouveau la police. Mais ce serait dommage d'en faire une stigmatisation pour une contre une autre. Mais malgré tout, il y a quand même encore des mécanismes à l'œuvre qui sont puissants. Parce qu'aussi, les jeunes sentent qu'ils sont cibles de la police, alors que d'autres personnes, des adultes, des politiques, etc., vivent une situation d'impunité à l'égard de plein d'éléments de la vie, qui fait qu'effectivement, ils se sentent visiblement pointés. Ouais. On dit les jeunes. Est-ce qu'on ne doit pas préciser les jeunes des quartiers, entre guillemets, ou les jeunes de certains quartiers? Il n'y a pas une sorte de double peine? On est à la fois jeune et à la fois habitant d'un quartier populaire. C'est de ça précisément dont on parle. En tout cas, être jeune peut être considéré comme une vulnérabilité, même si c'est une force en soi, et on pourrait dire que c'est un potentiel pour la société. Et en effet, être dans un quartier considéré comme plus populaire, où il y a plus de surveillance, tout simplement, il y a plus de surveillance, et donc on est plus amené à être contrôlé aussi, et on sait à quel point aussi la façon dont on est, notre couleur de peau, etc., peut jouer, notre genre joue. Donc inévitablement, oui, il y a des doubles et des triples peines qui s'accumulent. Qu'est-ce qui révolte encore les jeunes aujourd'hui, dans ceux que vous avez rencontrés? D'abord, qu'est-ce qui vous a frappé, ou qu'est-ce qui vous frappe dans votre travail régulier lorsque vous discutez avec eux? Et qu'est-ce qui motive aujourd'hui? On a beaucoup parlé il y a quelques années de la mobilisation de la jeunesse pour le climat. Est-ce que c'est toujours le sujet le plus central dans leur mobilisation, dans leur révolte? Est-ce qu'il y en a d'autres? Robert? Dans le dernier article, notamment l'interview que j'ai faite de la jeune syndicaliste à l'ULB, on sent qu'elle, effectivement, elle est rentrée dans la militance via la question du climat. Parce qu'effectivement, je pense que l'éco-anxiété est quelque chose qui touche les adultes, mais qui touche énormément de jeunes aussi, parce que c'est qu'est-ce qu'on leur laisse et qui est responsable. Elle parle beaucoup de la société de classe, et que sa révolte à elle, c'est cette société de classe. Et d'ailleurs, elle est sur tous les piquets de grève de Deleuze, etc., pour dire, mais en fait, d'ailleurs, c'est... Donc c'est un militantisme très politique. Oui, tout à fait. Et elle pointe... Pour elle, c'est vraiment là que ça se joue d'abord.
Mais voilà, elle dit et c'est assez drôle parce qu'en conclusion, elle dit j'ai parfois plus intérêt à faire la grève pour la mamie pour sa pension que pour mon camarade de classe. Et c'est un peu ce qu'on avait envie avec ce dossier, c'est de réconcilier aussi finalement les générations. Oui, Charlotte Mézin, même question. Je dirais que la question de l'appropriation de l'espace public, en fait, l'existence dans l'espace public, c'est quelque chose qui cristallise fort parce qu'on sait qu'il y en a qui ont potentiellement plus d'espace privé et d'autres moins. Mais donc, comment, à un moment donné, on peut exister dans l'espace public bruxellois et donc avoir des endroits où on est le bienvenu, tout simplement, et où les règles du jeu sont celles aussi que les jeunes peuvent mettre en place et qu'ils ne sont pas. Ils sont en tout cas inclus dans la définition des règles des espaces qu'ils peuvent investir. Est-ce que le passage par la Covid-19 a renforcé cette exigence-là? Alors, c'est clair que le Covid-19 a montré à quel point les inégalités explosaient. À un moment donné, il fallait tous rentrer chez soi. C'est clair que le fait d'être dans un espace privé réduit faisait ça cristallisait d'autant plus les difficultés, les conflits, les tensions, etc. Et donc, l'impossibilité pour les jeunes d'être dehors, alors que c'est déjà une difficulté en soi pour eux de l'être, renforçait encore les le sentiment de se sentir enfermé, parfois enfermé dans sa famille. Tout à fait, voilà, là où potentiellement parfois... les choses se passent plus ou moins bien. Est-ce qu'on a en image, alors c'est peut-être un stéréotype là aussi, mais les grands mouvements de la jeunesse, alors on ne va pas remonter jusqu'à mai 68, mais voilà, on a quand même l'image de très très grandes mobilisations de la jeunesse. Est-ce que ça appartient au passé ou est-ce que c'est quelque chose qui peut exister encore aujourd'hui, qui peut revenir ? Moi, je pense que ça peut revenir, mais quand on voit le projet de loi anti-casseurs, ça ne va pas pousser les jeunes à sortir dans la rue non plus pour manifester. Donc, je pense que les politiques répressives qui sont de plus en plus prises par nos gouvernements ne vont pas pousser les jeunes à aller dans la rue. Maintenant, est-ce que la grève et la manifestation sont encore des formes de lutte aujourd'hui ? C'est une question. Quand on voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et notamment les féministes musulmanes qui sont mobilisées sur Instagram pour finalement aboutir devant le Monde des Arts au moment de la question du port du voile dans les hautes écoles bruxelloises, c'est une autre manière de militer. Et c'est peut-être là que nous, adultes, on est mis dans un inconfort et qu'on voit nos privilèges peut-être aussi quelque part un peu ébranlés. Et c'est ça qui, je pense, questionne beaucoup les gouvernements aujourd'hui. C'est de se dire que les jeunes, ils s'approprient d'autres canaux de mobilisation et ils créent communauté ailleurs, pour finalement créer quelque chose dans l'espace physique ou dans la vraie vie, pour caricaturer un peu. Et finalement, on ne l'a pas vu venir quand ça arrive. Ah, bien sûr. Du coup, nous, adultes, on tombe des nues, effectivement, parce que c'est des codes qu'on n'a pas et que les gouvernants n'ont pas. Quand on voit Jean-Luc Mélenchon qui va faire des vidéos sur TikTok ou des choses comme ça, en fait, il n'a pas les codes. Et donc, inévitablement, ça ne peut pas fonctionner. Ouais, c'est une histoire de code En tout cas, je pense que sur la question de la mobilisation collective, et Frédéric Personnal dit très bien, il y a un problème dans la société avec la question de la mobilisation collective. Et on va avoir tendance à qualifier toutes sortes de mobilisations comme communautaristes, écoterroristes, etc. Et c'est un vrai problème, parce que quand on criminalise à ce point-là les mouvements de contestation, au vu de dizaines de dernières années où il y en a eu, qui ont été en effet réprimés, mais peut-être pas interdits, et là on peut vraiment se poser des questions sur la place en effet de la révolte dans notre société de la part des jeunes. On va se quitter ici. C'était Charlotte Mézin et Julie Robert. Et si vous avez envie d'en savoir plus, il y a donc ce numéro de la Revue Nouvelle consacré donc notamment à la jeunesse par l'intermédiaire de ce dossier. Merci à toutes les deux d'avoir participé à Plus d'Actu. Demain, dans Plus d'Actu, on parlera de littérature. On s'intéressera à l'opération Lisez-vous le Belge qui fait la promotion des écrivains francophones belges en ce moment. On se posera aussi la question de savoir si les prix littéraires, c'est la saison, le Goncourt, le Femina, le Rossel, si ces prix littéraires sont ceux qui permettent ou pas d'avoir du succès. Ce sera donc demain soir et puis demain matin, n'oubliez pas notre matinale Bonjour Bruxelles à partir de 7h. On recevra notamment Martin Casier et Hans Persons. Continuez à bien vous informer et à demain.